Avez-vous déjà ressenti une peur indescriptible et insurmontable au plus profond de vous-même lorsqu'il s'agit d'être entouré de personnes avec l'idée d'être analysé, d'être critiqué et d'être jugé? Cette peur du jugement, ce mal-être que vous ressentez, c'est ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Je m'appelle Kevin et si c'est la première fois que vous me rejoignez, je vous souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, je vous aide à guérir vos troubles du sommeil et votre insomnie en travaillant sur un élément essentiel, l'estime de vous-même. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'anxiété sociale et son cercle vicieux avec l'insomnie. Un cercle difficile à en sortir, mais il existe des solutions. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi l'anxiété sociale peut saboter votre sommeil et je vais vous proposer quelques exercices simples qui vous aideront à surmonter cette peur. Alors restez avec moi jusqu'à la fin car cette vidéo peut être la première étape vers des nuits plus sereines. Le cercle vicieux entre l'anxiété sociale et l'insomnie. Alors, au sommaire de cette vidéo, je vous propose d'étudier dans un premier temps l'anxiété sociale. On va comprendre les origines de l'anxiété sociale, à quoi c'est dû, qu'est-ce qui déclenche en vous une anxiété sociale, et nous verrons par la suite les conséquences sur votre organisme. Et vous verrez que ce ne sont pas forcément des conséquences que l'on souhaiterait avoir en soi. Ensuite, nous allons explorer les causes de l'insomnie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail car il faudrait une vidéo entière pour parler de l'insomnie. Donc, on va voir dans les grandes lignes les causes principales de l'insomnie. Ensuite, nous allons étudier ce cercle vicieux entre l'anxiété sociale et l'insomnie. C'est-à-dire que l'anxiété sociale alimente l'insomnie qui elle-même intensifie l'anxiété sociale. Ensuite, je vais vous proposer quelques exercices simples que vous pourrez mettre en pratique pour vous aider à avancer et vous éloigner de cette phobie de l'anxiété sociale. Et nous terminerons en conclusion par un message d'espoir pour avancer. Allez, c'est parti. Nous allons comprendre l'anxiété sociale. Donc, si vous êtes sujet à l'anxiété sociale, il faut savoir que c'est un trouble qui est influencé par de nombreux facteurs. Alors, le premier facteur que je vous propose d'étudier ensemble, ce sont les facteurs biologiques, c'est-à-dire les prédispositions génétiques. Donc en gros, bon ça ce n'est pas votre faute, c'est votre patrimoine génétique. Certaines personnes héritent d'un stress et d'une anxiété plus accrue que la moyenne. Ensuite, il faut savoir que dans votre cerveau, vous avez une zone qui est responsable de la peur et des émotions. Cette zone s'appelle l'amygdale. Et vous avez certaines personnes qui souffrent d'hyperactivité de l'amygdale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ces personnes vont être beaucoup plus sujets à du stress, de l'anxiété et elles vont ressentir plus de malaise lors d'interactions sociales à cause de cette hyperactivité de l'amygdale. Ensuite, il faut savoir que vous avez en vous ce qu'on appelle de la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Donc c'est un neurotransmetteur extrêmement essentiel pour votre organisme. Ce neurotransmetteur a beaucoup de fonctions psychologiques et physiologiques. Et si certaines personnes souffrent d'un faible niveau de sérotonine, ça veut dire qu'en gros, elles vont être beaucoup plus sujets au stress et par conséquent à l'anxiété sociale. Donc ça peut jouer aussi. Alors bien sûr, ces facteurs biologiques, ils sont importants, il faut les prendre en compte, mais ce n'est qu'une partie de l'équation globale concernant votre anxiété sociale. Si on devait vous donner un chiffre, en gros, ces facteurs biologiques représentent en moyenne 40% de la variance, le reste étant attribué aux facteurs que nous allons voir juste après. Le deuxième facteur que je voulais voir avec vous, qui influence grandement l'anxiété sociale que vous pouvez ressentir, concerne votre passé, c'est-à-dire les expériences traumatisantes et l'éducation que vous avez eue. Alors quand je parle d'expériences traumatisantes, ce sont des événements que vous avez vécus essentiellement durant votre enfance, adolescence, comme par exemple des rejets, des moqueries et même des humiliations. Et le fait de vivre ces événements de manière répétée va amplifier votre anxiété sociale. Ensuite, à l'âge adulte, il y a également d'autres expériences qui peuvent vous traumatiser, comme par exemple le fait de
prendre la parole en public et que cela se passe mal. Même si aux yeux du public, on va plutôt ressentir de la gêne, voire de la compassion pour vous, de votre côté, ça va blesser votre amour-propre et favoriser cette anxiété sociale. Alors, parler de l'éducation parentale est toujours un sujet extrêmement vaste où il faudrait que j'en fasse limite une vidéo à part entière, car ce serait beaucoup trop long dans cette vidéo. Mais en résumé, il y a vraiment deux styles d'éducation, hein. C'est l'éducation soit rigide. Alors, elle est très compliquée puisqu'en fait, quand l'enfant réussit, c'est plutôt quelque chose de normal. Mais par contre, lorsque l'enfant échoue, là, c'est vraiment perçu comme un échec, comme une erreur. Et du coup, ça développe de l'anxiété puisque l'enfant va grandir avec ce stress grandissant que la moindre petite erreur sera pointée du doigt alors que de l'autre côté, il aurait forcément réussi d'autres choses, hein. On voyait vraiment ce qui n'était pas fait, ce qui était mal fait, alors que le fait d'avoir réussi tout le reste à côté, et même le fait d'avoir essayé, d'avoir donné le meilleur de lui-même, n'était pas mis en avant. Donc c'est pour ça que l'éducation rigide est extrêmement compliquée et a développé des anxiétés sociales chez de nombreuses personnes. Et de l'autre côté, hein, l'éducation permissive, où l'enfant n'a pas développé ce plaisir de satisfaction personnelle dû à un effort accompli. Donc voilà pour l'éducation parentale, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile pour les parents de trouver ce juste milieu entre éducation rigide et éducation bienveillante. Ensuite, le troisième facteur pour comprendre l'anxiété sociale concerne la pression sociale et culturelle, c'est-à-dire le conformisme, le jugement social et les médias sociaux. Aujourd'hui, on est envahi par les écrans, on est envahi par les réseaux sociaux. Ça a leur avantage, mais comme beaucoup de technologies dont il n'y a pas de contrôle et pas de limite, cela a développé énormément de mal-être, d'anxiété sociale chez des personnes. Je m'explique. Aujourd'hui, j'en ai même parlé dans ma vidéo sur le regard des autres et l'insomnie. C'est vrai que lorsqu'une personne regarde ses réseaux sociaux, le conformisme va être de toujours voir des personnes dans des belles voitures, dans des belles vacances, dans des beaux immeubles, dans des belles villas. Mais au final, c'est un idéal qui n'est pas atteignable. Donc, et c'est pareil pour l'apparence physique. Tous ces artifices, toutes ces choses artificielles qui sont mis aussi bien chez les hommes que les femmes, cela participe au conformisme. Et le problème avec ces images de corps parfaits, bah, c'est que les personnes vont s'identifier à cela et déjà elles vont se dire que être naturel, bah, ça ne correspond pas au regard que veulent voir les gens, au conformisme. Et de deux, ça veut dire aussi que bah, c'est extrêmement difficile d'avoir un corps qui correspond à ce que les gens veulent. Et c'est terrible parce que non seulement cela a un effet de démotivation pour soi-même, ce qui est déjà une grande chose, mais deuxièmement, cela a un effet de dévalorisation pour soi-même. Et donc cela va faire que renforcer l'anxiété sociale. Et le dernier point que je voulais voir avec vous concerne bien évidemment votre situation actuelle, c'est-à-dire est-ce que au travail vous avez des relations toxiques ou pas. Et ça, c'est un très gros facteur de l'anxiété sociale, puisque déjà qu'aujourd'hui c'est compliqué de trouver un travail, hein, il faut faire ses preuves, il faut convaincre un recruteur que vous êtes la bonne personne, et une fois que vous êtes accepté, bah, sur place, vous n'avez pas forcément des collègues bienveillants, vous n'avez pas forcément un patron à l'écoute, un patron qui garde son calme, et ce genre de choses fait que cela va vous générer du stress et de l'anxiété, sans oublier qu'on passe quand même plus de la moitié de notre temps au travail, hein. La moyenne d'heures c'est entre 7 et 9 heures, voire plus pour ceux qui travaillent beaucoup, donc vous comprenez bien que plus vous êtes au travail et plus il y a un intérêt pour votre santé d'avoir une situation de travail saine avec des collègues à l'écoute où l'entraide est mise en avant, mais c'est hélas pas toujours le cas. Donc voilà dans les grandes lignes les facteurs principaux qui développent l'anxiété sociale que vous pouvez ressentir. Donc
D'abord les facteurs biologiques, votre passé, la pression sociale et culturelle, donc le conformisme et les réseaux sociaux et toute la polémique qui va avec, et pour finir votre situation actuelle, c'est-à-dire votre travail. Alors maintenant, nous allons étudier l'anxiété sociale et les différentes conséquences qu'elle peut avoir sur votre organisme. Donc déjà, quand vous êtes anxieux, socialement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, ça veut dire que vous avez une peur intense des situations sociales. Et je ne parle pas forcément des peurs où il faut être avec beaucoup de monde, mais simplement une situation simple dans laquelle, par exemple, à une soirée, on doit vous présenter quelques personnes. Rien que cela peut générer en vous un mal-être profond, ça peut vous tétaniser au point que vous ne voulez tout simplement même pas venir à cette soirée. Donc c'est pour ça qu'on parle de peur de situation sociale. Ensuite, si vous éprouvez de l'anxiété sociale, il y a des symptômes physiques que l'on peut apercevoir en vous. C'est-à-dire, comme on peut voir cette personne, elle transpire, elle regarde vers le bas, donc elle est entourée de personnes, mais elle ne veut pas affronter le regard des autres, donc elle regarde plutôt vers le bas, elle a quelques rougeurs, elle est mal à l'aise. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne lorsqu'elle est au contact des gens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les symptômes comportementaux. Et là, ça commence à devenir encore plus problématique car, par exemple, cette personne doit passer un coup de téléphone vers ses clients, faire un appel qui sera peut-être pas forcément facile, et ben, elle n'a tout simplement pas envie de le faire. Elle a un blocage. Donc, vous voyez, l'anxiété sociale peut même aller jusque-là, c'est-à-dire que même dans votre vie comme votre travail, elle peut vous impacter, elle peut vous bloquer. Là, cette personne n'a pas du tout envie de prendre son téléphone et de faire son travail qui est d'appeler ses clients par exemple. Et pour finir, la personne qui est victime d'anxiété sociale est constamment préoccupée, elle a des pensées à n'en plus finir, des pensées qu'elle va ruminer, qu'elle va ressasser sans cesse à propos de n'importe qui, hein. Qu'est-ce qu'un tel va penser de moi? Est-ce que j'ai été bien? Est-ce qu'un tel pense ceci, cela? Bon, elle va penser beaucoup de choses qui ne sont pas forcément positives, mais elle va en plus les ruminer en boucle dans sa tête, que ce soit le matin, le midi, comme le soir au moment de dormir. Donc voilà en résumé les conséquences de l'anxiété sociale sur votre organisme. Ça va des peurs, des situations sociales, vous pouvez avoir des symptômes physiques, et ça, c'est pas forcément agréable à vivre. Ensuite, il y a des symptômes comportementaux, donc là, vous avez carrément des blocages. Ça peut même affecter votre vie personnelle comme professionnelle, donc c'est extrêmement problématique. Et en plus de cela, cela va vous créer des pensées que vous allez constamment ruminer, des pensées négatives qui vont faire que vous allez être complètement déstabilisé, vous aurez un mal-être profond et c'est extrêmement désagréable. C'est pour cela que ces impacts montrent à quel point il est capital et essentiel de comprendre et gérer l'anxiété sociale. Alors maintenant, nous allons explorer les causes de l'insomnie avant de voir ce cercle vicieux avec l'anxiété sociale. Donc concrètement, de manière simple, qu'est-ce qui cause l'insomnie? Le premier facteur que je tenais à vous faire partager, c'était les causes psychologiques, c'est-à-dire de la dépression. Donc ça peut être dû à un stress, à de l'anxiété, à votre situation familiale, votre situation professionnelle, ça peut être dû à vos finances, bref, ça peut être dû à plein d'événements, plein de facteurs qui font que vous allez être préoccupé et que vous allez déprimer. Plus des troubles de l'humeur, donc ça vient compléter les causes psychologiques qui favorisent l'insomnie. Ensuite, la deuxième cause de l'insomnie, ça concerne les habitudes de vie, donc une mauvaise hygiène de sommeil. Alors ça, j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo de présentation sur le sommeil en général. Donc en gros, c'est ce qui va se passer lorsque vous allez vous coucher. Par exemple, comme on peut le voir sur l'image, la prise de nicotine va perturber l'endormissement et le sommeil. Le fait de regarder un écran, la lumière bleue va pénétrer par votre rétine, donc par vos yeux,
et va remonter jusqu'à l'hypothalamus, donc c'est une région du cerveau, et ça va donner comme signal à votre organisme de rester éveillé. Alors que lui, au contraire, vous avez une pression de sommeil suffisante, vous avez envie de dormir, donc il y a un paradoxe entre votre fatigue naturelle, votre besoin de dormir, et la lumière bleue qui vous dit non, il faut rester éveillé. Ensuite, vous voyez sur la petite table, il y a du café. Donc, j'ai fait également une vidéo sur le café où, en gros, quand vous prenez du café, cela va accélérer votre rythme cardiaque. Ce qui se passe, c'est que quand vous prenez du café, donc de la caféine, ça va bloquer ce qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est quoi? C'est la molécule dans votre organisme chargée de vous signaler l'état de fatigue. Et ce qui fait que lorsque vous prenez de la caféine, ça va complètement stopper la production de l'adénosine. Et ce qui fait que vous allez vous sentir plutôt éveillé. Et donc, c'est très mauvais pour un endormissement. C'est pour ça qu'il est déconseillé de prendre du café au moment de dormir. Alors, concernant l'alcool, le fait d'en consommer au moment de dormir, ça va favoriser votre endormissement, mais par contre, en contrepartie, ça va perturber tous vos stades de sommeil. Donc, c'est pas une bonne idée d'en consommer avant de dormir. Alors, concernant les habitudes, il y a aussi le facteur sport, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont faire du sport tard le soir. Alors, c'est pas forcément une mauvaise idée parce que ça va vous libérer des endorphines, donc ce sont les hormones du bonheur, ces hormones de bien-être, mais en contrepartie, ça va également envoyer comme signal à votre organisme de rester éveillé. Hein, ça va vous stimuler et c'est pour ça que vous remarquerez que si vous faites du sport, alors en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, ça peut aller, mais si vous faites du sport vraiment en fin de soirée, vous allez voir que vous allez avoir du mal à vous endormir. À la suite des habitudes de vie pouvant causer l'insomnie, il y a les causes d'origine médicale. Donc vous avez pas mal de maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, qui sont des maladies neurodégénératives. Elles peuvent favoriser l'insomnie. Vous avez également les maladies liées au sommeil comme l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, ça va causer des insomnies. Et vous avez également certains médicaments, notamment ceux qui traitent l'hypertension, l'asthme ou la dépression, sont sujets à causer de l'insomnie. Le quatrième critère causant de l'insomnie concerne les conditions de vie ou sociales. Donc déjà, ça concerne le travail décalé. Donc vous savez, c'est le fait d'avoir des horaires soit en travaillant de nuit. Donc ça, c'est le métier des infirmiers, c'est le métier des médecins de nuit, etc. Mais le problème, c'est que en travaillant la nuit et en étant de repos le jour, ça va complètement décaler votre rythme circadien. Hein, donc ça, c'est l'horloge biologique naturelle. Et aussi, le problème, il y a aussi certains métiers, par exemple des manutentionnaires ou certains métiers de la vente, où ça va être des métiers où, par exemple, pendant une semaine, ils vont faire 9h-18h toute la semaine, plutôt normal. La semaine d'après, ils vont commencer à 6h du matin pour finir à 13h. Donc là, il y a un décalage. Et la troisième semaine, ils vont commencer par exemple à midi pour finir à 20h. Donc le problème de ça, c'est que ça ne laisse pas du tout le temps à votre organisme de se réadapter aux nouveaux horaires que vous voulez lui donner. Et ce qui fait que ça va complètement perturber votre rythme circadien. Et ce qui fait que vous allez avoir des difficultés d'endormissement et ça peut causer de l'insomnie. Ensuite, il y a bien sûr la solitude parce que on le sait, l'être humain est fait pour vivre en communauté, en société, et il a été rapporté que des personnes souffrant de solitude, cela a été la cause de nombreuses insomnies. Et ensuite, à l'inverse, par contre, quand vous avez des relations, il vaut mieux éviter qu'elles soient toxiques parce que être en contact de personnes toxiques, comme de personnes manipulatrices, des personnes narcissiques ou des personnes perverses narcissiques, cela peut profondément affecter votre bien-être et vous pouvez même ne pas endormir, ce qui est donc l'une des causes de l'insomnie. Et le cinquième point concernant les causes de l'insomnie, cela concerne ce que j'appelle les croyances. Alors, dans un premier temps, l'hypervigilance, c'est-à-dire en fait ce sont les personnes qui vont constamment penser, ruminer leurs difficultés à s'endormir. Mais ce qui fait qu'en procédant ainsi, cela ne va qu'intensifier le problème et donc créer de l'insomnie.
Et dans le sens inverse, les personnes qui ont peur de l'insomnie, eh bien paradoxalement, ça va faire que ils vont avoir plus de mal à s'endormir et ça va créer de l'insomnie. Cette crainte de mal dormir va vous maintenir en éveil. Donc voilà en résumé les principales causes de l'insomnie. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ça fera l'objet de vidéos que je ferai ultérieurement. Là, je voulais vraiment vous montrer de manière simple les principales causes de l'insomnie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comprendre ces causes, c'est vraiment la première étape pour briser le cercle de l'insomnie. Donc maintenant que cela a été vu, on va étudier le cercle vicieux entre l'anxiété sociale et l'insomnie. Donc nous y sommes, nous allons étudier dès à présent l'anxiété sociale et l'insomnie, c'est-à-dire un cercle vicieux qui vous piège. Donc en résumé, à gauche, une image illustrant l'anxiété sociale. Donc on voit un jeune homme qui est complètement avachi au milieu de la foule. Donc on voit bien qu'il n'est pas du tout dans une posture où il est à l'aise. Et à droite, nous avons une personne qui n'arrive pas à dormir. Et donc, l'anxiété sociale nourrit l'insomnie, et l'insomnie, à son tour, intensifie l'anxiété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous pouvez regarder en bas de l'écran, quand vous êtes anxieux, vous êtes préoccupé, votre cerveau va ruminer et répéter des interactions avec les personnes, en particulier les interactions négatives ou interrogatives. Par exemple, quelle personne a pensé quoi de moi, une altercation aussi. Vous allez être préoccupé et donc vous allez constamment ressasser ces pensées négatives qui vont vous maintenir en hypervigilance, en éveil. Vous avez donc du stress permanent et ça va faire qu'amplifier ce qu'on appelle la peur du jugement. Déjà que lorsque l'on est sujet à l'anxiété sociale, on n'aime pas du tout les interactions avec les gens, mais il suffit que l'une d'entre elles se passe mal et cela va amplifier à nouveau cette peur du jugement. Donc, ces états d'esprit négatifs sont transmis au moment de dormir. Vous vous doutez bien qu'en étant préoccupé, stressé et anxieux, il est impossible de dormir. Et qu'est-ce qui se passe une fois que l'on ne peut pas dormir? Déjà, dans un premier temps, votre esprit n'est pas apaisé. Parce que en journée, vous êtes stressé parce que vous êtes préoccupé et anxieux. Vous n'avez même pas pu dormir, donc le lendemain matin, c'est sûr que vous n'êtes pas du tout de bonne humeur. Votre organisme n'est pas régénéré, parce que c'est pendant la nuit que votre corps se régénère et se protège face aux agressions, comme les maladies par exemple. Vos hormones ne sont pas régulées. Donc toutes les hormones, que ce soit l'hormone de la faim, toutes les hormones, votre fatigue est forcément augmentée puisque l'une des fonctions premières du sommeil est de dormir. Là, vous n'avez pas dormi, donc vous êtes encore plus fatigué. Et pour finir, l'irritabilité s'accroît, rendant beaucoup plus difficile les interactions sociales. Voilà en résumé pourquoi on parle de cercle vicieux entre l'anxiété sociale et l'insomnie. En conclusion, on peut dire que ce piège est extrêmement dangereux puisqu'il s'attaque à la fois à votre organisme, mais surtout à votre esprit. Donc, comprendre ce schéma est extrêmement essentiel pour y remédier, pour ensuite retrouver des nuits de sommeil et mettre fin à l'anxiété sociale. Alors à présent, on va s'attaquer à la partie pratique où je vous propose 3 exercices qui vont, je l'espère, vous aider si vous êtes sujet à l'anxiété sociale. Le premier exercice que nous allons étudier ensemble, je l'ai appelé « Oser solliciter à nouveau ». En quoi ça consiste? En fait, c'est très simple. Vous allez aller dans un magasin, que ce soit un magasin de bricolage, de jardinerie, ce que vous voulez. Vous allez voir le vendeur ou la vendeuse et vous lui posez une question, mais un petit peu technique, qui demande 1 à 2 minutes d'explication. Donc le vendeur ou la vendeuse va vous l'expliquer, vous dites OK, ensuite vous repartez, et soit dans la petite demi-heure qui suit, ou soit carrément le lendemain, c'est comme vous voulez,
vous retournez voir cette personne et vous lui dites simplement que vous n'avez rien compris. Alors, vous ne dites pas que le vendeur n'a pas été clair, c'est pas ça. Vous dites juste, voilà, je n'ai pas compris, j'ai rien compris. Comme ça, on ne s'attaque pas à la personne. Et ce qui a été intéressant lors de cette étude auprès des participants, c'est que il y a deux réactions majeures qui se passent. La première, c'est que simplement le vendeur il reformule, voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'embête pas à se prendre la tête, contrairement à ce qu'on pense, de savoir s'il a été clair, s'il n'a pas été clair, si c'est le client qui n'a pas compris. Voilà, le vendeur, il entend j'ai rien compris, aucun problème, il reformule. Donc ça c'est la première réaction. Et la deuxième réaction du vendeur, c'est qu'il peut reformuler simplement, mais aussi reconnaître qu'il n'a pas été clair. Donc voilà, pour ce premier exercice. C'est extrêmement simple, mais en faisant cela, en gros, le message que je vais vous donner, c'est que faire face à l'anxiété sociale commence par oser. Chaque pas vous rapproche d'une meilleure estime de soi et d'un confort dans vos relations. Donc, au travers de cet exercice, je veux vous montrer tout simplement que déjà, oser dire qu'on n'a pas compris, c'est normal, ce n'est pas grave du tout, et que votre interlocuteur, de manière générale, va simplement reformuler ou même peut reconnaître que c'est lui qui n'a pas été clair. Donc ce genre d'exercice est vraiment pas mal pour vous mettre à l'aise face aux relations sociales. Le deuxième exercice que je vous propose dans cette quête de vaincre l'anxiété sociale, je l'ai appelé « Oser oublier ». Donc ne pas avoir peur d'oublier. Ça veut dire quoi? En gros, vous allez vous rendre à une boulangerie, une boutique, une quincaillerie de quartier, un magasin de photos, ce que vous voulez. Voilà, même une petite supérette. Vous faites vos achats et au moment de payer, vous faites exprès de n'avoir aucun moyen de paiement. Donc ni carte bleue, ni espèce. Et du coup, vous faites semblant, bien sûr, de vous retrouver en porte-à-faux devant le vendeur. Et là, vous allez voir, il y a deux types de réactions. Déjà, la première réaction, c'est que le caissier va vous proposer de garder vos achats jusqu'à votre retour. Ça veut dire que même si vous n'avez pas le moyen de payer dans l'immédiat, il va quand même réserver vos achats de côté. Ça veut dire que ces achats-là seront de côté et ne pourront pas être pris par un autre client. Donc ça, c'est la première réaction, donc ce qui est plutôt rassurant. Et la deuxième réaction, alors là c'est plus le cas lorsque vous allez dans un magasin où vous avez l'habitude d'y aller. C'est que le caissier vous laisse quand même avec vos achats et vous informe de passer payer plus tard. Voilà, ça arrive quand même dans le cas où vous allez dans une boulangerie tous les jours ou une petite supérette tous les jours. Il arrive que des fois, le caissier, s'il a l'autorisation, il vous laisse quand même avec vos achats et vous informe de payer plus tard. Donc, c'est quoi le but de ce deuxième exercice? En fait, c'est que oser provoquer ces situations vous aide à relativiser vos erreurs et renforcer votre assurance face à l'imprévu. Souvent, voilà, on a oublié quelque chose, on se met dans tous ces états, on sent le stress nous envahir, alors qu'en fait, c'est pas si grave, ça arrive à tout le monde. Mais c'est très intéressant de travailler cet exercice pour faire face aux imprévus et ne pas être déstabilisé lorsque cela vous arrive. Et le dernier exercice que je vous propose s'intitule « Oser oublier devant un groupe ». Donc, en quoi consiste cet exercice? En gros, c'est simplement de prendre la parole en public, donc que ce soit devant vos collègues si vous avez une présentation à faire. Et en fait, le but de l'exercice, c'est de faire exprès d'avoir un trou de mémoire, d'oublier une partie carrément. Supposons que vous faites une présentation en 4 parties, vous faites exprès d'oublier la troisième partie, donc après vous faites semblant d'être gêné, voilà, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus par où reprendre votre exposé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la réaction de votre entourage. La première réaction, c'est que, en fait, ils n'ont pas de réaction particulière. C'est vrai que les gens, ils vont vous écouter, ils vont voir que vous avez oublié, et puis c'est tout. La réflexion ne va pas plus loin que ça. Donc ça veut dire pas de réaction négative, mais plutôt une réaction neutre.
Et la deuxième réaction est très intéressante, c'est que à peu près la moitié du groupe, si ce n'est plus, va plutôt relativiser et voire même vous réconforter. C'est-à-dire que les personnes vont faire preuve d'empathie, vont se mettre à votre place et elles vont éprouver en fait du malaise à votre place. Et ça va se voir dans leur regard, elles vont se dire ah le pauvre il a oublié, il sait plus quoi dire, en plus il est devant tout le monde. Certains vont vous réconforter, allez c'est pas grave, reprends, il n'y a aucun souci, voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant comme exercice à faire. Alors, si vous ne pouvez pas le faire dans le cadre de votre travail, faites-le par exemple dans votre famille. Hein. Si par exemple un jour vous faites une petite réunion de famille, hein, pas la peine de réunir la famille de tous les coins du monde, mais si vous faites une petite réunion de famille, faites un petit discours et faites exprès d'oublier. Et vous verrez que de manière générale, c'est ce qui va se passer. Le but de cet exercice, c'est oser en fait. Et c'est apprendre à relativiser vos peurs et finalement découvrir que le regard des autres, il est souvent bienveillant ou neutre, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est-à-dire qu'à la place de ce monsieur qui est au milieu des gens auxquels il fait son exposé, il ressent de la peur, du stress, et dans sa tête, il se passe toute une dynamique en fait de scénarios négatifs. Les gens pensent que c'est fichu, que j'ai raté, alors qu'au contraire, le regard des autres, il va être souvent neutre et plus souvent qu'on ne le pense, bienveillant. Donc vraiment, je vous invite à faire cet exercice parce que ça va vraiment vous donner une dimension différente de comment vous pouvez voir le monde jusqu'à présent. L'anxiété sociale et l'insomnie forment un véritable cercle vicieux, mais il n'est pas inébranlable. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque petit pas, chaque petit geste compte à briser les mailles de cette chaîne. Donc vous l'avez vu, commencez par de toutes petites interactions simples comme oser demander à un vendeur que vous n'avez pas compris, comme oublier quelque chose, déclencher des imprévus. Cela vous aide à faire face aux situations inhabituelles sans pour autant vous déstabiliser. Essayez aussi de prendre la parole en public et d'oublier un texte et vous verrez que finalement, de manière générale, dans la vie, les situations sont beaucoup moins dramatiques que peut nous le dicter notre esprit. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin et de vous faire aider, je vous propose un appel d'accompagnement avec moi où je vous propose une écoute bienveillante et un plan d'action afin de retrouver votre sommeil et retrouver votre estime de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager ou même mettre un commentaire, partager votre expérience, ça peut également aider d'autres personnes qui vivent votre situation. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Dors bien, vis mieux.